Chers compatriotes, les récents appels au dialogue de l'opposition et les affrontements intercommunautaires de Massanta et Zéro-Corée ont fini par convaincre les sceptiques et les négationnistes que la Guinée est un pays aujourd'hui profondément divisé. En attendant de voir si la promesse de gouverner autrement va réunir les Guinéens autour d'un idéal commun, une bonne partie de la classe politique pense qu'on peut recoller les morceaux du tissu social guinéen en organisant un dialogue autour d'une table ou en supprimant purement et simplement les coordinations régionales. Ils se trompent, car le mal est si profond qu'il faudra recourir à une campagne d'éducation civique, une sensibilisation de masse et à un rappel historique des liens séculaires qui unissent nos différentes communautés. Mais il faudra bien que la volonté politique soit au rendez-vous, car nous savons tous que ce sont les politiciens carriéristes qui ont endommagé l'unité nationale guinéenne. Les premiers, ceux qui ont mis en place le parti unique, sous le prétexte que ce dernier se consacrerait au bien commun de toute la population, ont manipulé les concepts d'unité et de communauté pour servir leurs propres intérêts. Les seconds, ceux qui ont milité pour le multipartisme intégral, sous le prétexte qu'il offrait la possibilité à tous ceux qui se sentaient exclus d'aspirer à diriger un jour le pays, ont régulièrement instrumentalisé le sentiment ethnique pour conquérir le pouvoir ou le conserver au détriment des autres groupes qui finissent par être stigmatisés. Dans ce cas de figure, on assiste souvent à un retour du bâton. Sinon, comment expliquer que ceux qui ont renforcé les coordinations régionales et qui se sont appuyés sur elles pour conquérir le pouvoir soient aujourd'hui les mêmes qui demandent leur dépolitisation? C'est bel et bien la preuve que c'est par le biais de la manipulation politique que le contrat social entre nos différentes communautés a été rompu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'harmonie sociale et la conscience d'une culture nationale peinent à s'imposer. Pour sortir d'un tel gouffre, il nous faudra repartir à la case départ pour réexaminer nos valeurs et les fondements de notre société. Les anciens et gardiens de nos mœurs et cultures nous ont toujours appris que la Guinée est une famille, une réalité que les nouvelles générations ont du mal à accepter à cause de la stigmatisation, l'exclusion et les violences policières qui ont cours dans nos cités. Les uns et les autres n'ont pas tort. La Guinée est bel et bien une famille, mais qui a été rendue dysfonctionnelle par les jeux et combines politiques. Je vous le disais il y a quelque temps, notre système politique a d'ailleurs toujours prospéré sur cette tactique de division et de marginalisation. À tel point qu'aujourd'hui, on a réussi à créer une véritable scission entre les deux grandes ethnies du pays, paralysant ainsi l'effort national vers le développement. Les autres grands groupes ethniques aussi ne sont pas épargnés
et font face régulièrement à des perturbations et à des bouleversements en leur sein, avec des scènes de violence inouïes et partout. Et pourtant, toutes ces populations ont toujours vécu ensemble en harmonie pendant des siècles. Quand on se réfère au passé et on voit comment toutes ces populations ont évolué ensemble en mettant à profit des alliances solides, on ne peut qu'être stupéfait par la tournure qu'ont pris les événements et les gemmes de la discorde et de la haine qui ont été semés en leur sein. La Guinée, il faut le rappeler, a toujours été une terre d'asile et de brassage ethnique et culturel. C'est pourquoi, au début des indépendances africaines, notre pays était le mieux préparé de toute la région ouest africaine à bâtir une nation soudée autour de valeurs communes. En effet, c'est le pays où le brassage ethnique est le plus poussé, créant ainsi une communauté de destin. Voyons un peu. Au Fouta Djallon, il y a eu un brassage entre Peuls et Djallonké qui ont vécu ensemble pendant des siècles. Ce qui a donné le groupe Halipular, dont l'importance numérique et économique n'est plus à justifier. En Basse-Côte, un brassage culturel s'est effectué entre Soussou, Baga, Nalou, Landouma et Mirifore. Le groupe dominant étant les Soussous, dont toutes les minorités de la Guinée maritime parlent aujourd'hui la langue. À Forêt-Karia, il y a eu même un brassage entre immigrés malinqués et autochtones Soussous. En région forestière, des groupes d'arrivants malinqués ont fondé au contact des autochtones les communautés Thomas Manian, Konyanké et Kouranko. Sur le plan religieux et politique, on relève les alliances durables entre les grands groupes ethniques du pays. Entre Peuls et Malinké notamment, en faveur de la propagation de l'islam. La province de Fodé Hadj, du nom de son fondateur Mandeng, faisait partie de la Confédération islamique du Fouta Djallon. C'est à ce titre d'ailleurs que plusieurs villes de la Guinée ont été fondées sur la base de cette alliance entre Peuls et Malinké, unis par une cause commune, celle du rayonnement de l'islam. On peut citer entre autres les villes de Dabola, d'Ingirai et même la ville carrefour de Mamou. On sait par exemple que la ville de Kankan abrite un quartier du nom de Timbo, la capitale religieuse du Fouta Djallon. Cela est arrivé suite à l'asile qui fut accordé par les Peuls aux Soti Mamafin Kaba et Arafan Kabine à Timbo au Fouta Djallon. Ils avaient été accueillis là-bas suite à l'invasion de Kankan par le chef animiste Bourema Condé. Ce dernier sera plus tard vaincu grâce à une armée Peul. On sait aussi que la ville de Wurikaba, dans la région de Mamou, a été fondée par la dynastie Kaba. Il y a aussi la ville de Kankalabé dans la région de Dalaba, dont le nom est une synthèse
des noms de Labé et Cancan, donc un symbole de l'alliance stratégique entre Peuls et Malinké. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait eu beaucoup de mariages mixtes entre les membres des deux communautés. Et le fait de partager la même religion a facilité et légitimé la célébration de ces unions conjugales. On voit donc que bien avant la colonisation, le processus de formation de la nation était bel et bien en cours, dû à ce brassage ethnique et culturel observé aux quatre coins du pays. Et on sait aussi que ce processus a débuté bien avant que ne s'impose la nécessité de propager la religion musulmane. Les affinités culturelles qui existent entre nos différentes communautés remontent au temps des grands empires ouest-africains que furent l'Empire du Mali et l'Empire du Ghana. On aurait pu faire ce rappel historique à partir de cette époque pour démontrer les liens séculaires et historiques qui existent entre les populations guinéennes. Mais c'est par souci de brièveté et de convenance qu'on s'est limité à une période récente. Il suffit juste de citer le cas de Soundiata Keita, fondateur de l'Empire du Mali, dont l'armée comprenait plusieurs contingents de guerriers Peuls. Leur bravoure au combat était légendaire. La capitale de l'Empire était à Niani, que de nombreux spécialistes situent dans la région de Mandiana. Aujourd'hui encore, on y retrouve de nombreux patronymes d'origine Peul. Les Sidibé, Sangaré, Diallo, Diakité. Presque tous sont assimilés et parlent malinké à la place de la langue Peul. Prenons aussi le cas du grand chef Peul, le Satigi Koli Tengela, fondateur de la dynastie des Denyankobe, qui régna au Fouta Toro, Sénégal, pendant plus de 2 siècles. Le père de Koli, Ardo Tengela Ba, résidait à Kingi, province de Diara et Nyoro, dans l'actuelle région de Kaï, au Mali. Il était un général dans l'armée du royaume de Diara, un état vassal de l'Empire du Mali. Il prêcha la révolte contre l'Askia et fit la guerre au roi de Diara parce que celui-ci a accepté la suzeraineté du Songhai. Il fut tué au cours des batailles. Son fils, Koli Tengela, était descendant du Mansa Soundiata Keita de par sa mère qui s'appelait Nana Keita. Il prit la décision de continuer l'œuvre commencée par son père. Il réunit donc ce qui restait de son armée et partit de Badjar en passant par Niani. Il traversa le fleuve et parcourut les royaumes depuis le Fouta Djalon, dominé par les Djalonké qu'il incorpora dans son armée, en passant par le Kabou, les royaumes Sérères, le Djolof, le Niani, le Wouli, le désert du Ferlo, dans le but de réunir toutes les tribus Peuls et Malinké, en particulier de clans Kamara, Fofana, Keita, Gassama, etc., en vue de la guerre.
D'après le célèbre Maurice Delafosse, Koli Tengela, dans sa remontée vers le Fouta Toro, il dut, lui et son armée, constituée de Mandingues, de Fulbe et de tout individu appartenant à toutes les ethnies du Sénégal sans exception, Diola, Bassari, Koniagi, Nalou et Baga de Guinée, se confronter aux nombreux souverains des royaumes qu'il traversa. Avec plus ou moins de succès, il réussit à imposer sa dynastie vers le milieu du XVIe siècle jusqu'à l'année 1776, lors de la révolution Torodo, orchestrée par Souleymane Baal et Abdul Kader Khan. Koli Tengela imposa sa domination sur un axe sud-nord allant du Fouta Djallon jusqu'au Fouta Toro. Chers compatriotes, j'ai été long. Et si j'ai tenu à faire ce rappel historique, qui est loin d'être exhaustif, c'est pour vous démontrer encore une fois que la Guinée est bel et bien une famille. Nos différentes familles et communautés sont unies par des pactes scellés au cours des siècles, par des alliances stratégiques et militaires et par des liens de mariage. Mais que constate-t-on aujourd'hui? Tous ces pactes de sang que nos ancêtres ont bien voulu nous léguer sont en train d'être violés et remis en cause par des politiciens aveuglés par le pouvoir et par la quête de biens personnels. Par la faute de la politique politicienne, la famille guinéenne est devenue dysfonctionnelle. Ceux par qui ce malheur est en train d'arriver ne reculent devant rien. Ils essaient de réécrire l'histoire, de stigmatiser certaines populations en les traitant d'étrangers. Et ils se réfèrent constamment à l'ethnie. Ce faisant, ils utilisent les mêmes méthodes que les agents du colonialisme, qui les premiers ont tout fait pour différencier les populations africaines selon le critère de l'ethnie. Dans la vaine et mesquine stratégie de diviser pour régner. Peut-être ne le savent-ils pas, mais en souscrivant à une telle politique, on devient tout simplement un support du colonialisme et du néocolonialisme. Il faut le dire sans aucun complexe, car tous les spécialistes et grands chercheurs vous le diront. Dans l'Afrique traditionnelle précoloniale, l'accent était rarement mis sur l'ethnie. L'appartenance ethnique était de moindre importance par rapport à la division du travail. La société africaine était organisée plutôt par classe d'âge, métiers et activités professionnelles, ou encore par le lieu d'origine ou d'habitation. Ainsi, on parlait de forgerons, tisserands, potiers, chasseurs, éleveurs, cultivateurs, pêcheurs, sofas, griots, etc. Ce que les colons, dans leurs efforts de dénigrement des structures traditionnelles africaines, ont qualifié de caste. Aussi, dans de nombreuses sociétés africaines, l'alternance au pouvoir se faisait par classe d'âge, le maximum permis
étant de 8 à 10 ans, mais pas selon qu'on soit de telle ou telle ethnie. Les critères ethniques jouaient peu dans les salutations d'usage ou dans les rencontres avec des éléments étrangers. On s'identifie à partir de son village d'origine. Soit on est de Timbo, Masi, Touba, Niani, Nyoro, Kulikoro, Badjar, Kabou, Bambeto, etc. Avec l'avènement de l'islam, une nouvelle distinction verra le jour entre musulmans et non-musulmans, ou dit autrement, entre croyants et non-croyants, fidèles et infidèles. C'est dire donc, chers compatriotes, que ceux qui persistent à entretenir ces clivages ethniques font le jeu des oppresseurs de l'Afrique qui ont détruit nos structures traditionnelles et dénigré nos valeurs, mœurs et coutumes. C'était fait à dessein. Imposer leur domination et faire même basse sur nos ressources. Les élites politiques qu'ils ont formées et qui ont pris leur place s'inscrivent dans la même lignée. Il est grand temps de prendre conscience, de réclamer et reprendre nos droits. Pour cela, nous devons barrer la route à l'ethnostratégie et à toute forme de discrimination et d'exclusion. Pour que tous les fils et filles de Guinée se sentent concernés par le devenir du pays et que chacun puisse contribuer à la limite de ses moyens aux efforts de développement national. Ainsi, la nation guinéenne, la Guinée, redeviendra une famille unie et solidaire. Vive la refondation, vive la République, vive la Guinée. Je vous remercie.